cybersécurité. Oui, d'accord, ok. Vous me direz après, on en cause. Parce que je crois que je vais me faire virer. Non, quand même pas. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la présentation suivante, principalement par donc Christian Hervé. Donc, je t'ai mis je ne sais pas si tu veux que je mette en plus grand écran. Non, c'est super sympa. Alors, bonjour. L'éthique, c'est le lieu des conflits. Et ça a bien été dit par le sénateur Hurier, on a le droit de ne pas être d'accord. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Il fallait bien qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord, Claude. On est bien d'accord. Donc, je ne suis pas d'accord, mais je vais essayer. Alors, premièrement, mais je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites quand même. Premièrement, l'inertie en particulier, même académique. Mais pas simplement académique, mais aussi des grands organismes. J'ai vécu, puisque je suis un peu âgé maintenant, bien que ça ne se voit pas totalement, eh bien, j'ai vécu en 1992, tout le monde ne s'en rappelle peut-être pas, c'est la loi qui institue l'Agence du médicament. Et à l'Agence du médicament, qu'est-ce que l'on fait? Il y a une commission loi Hurier, d'ailleurs, puisque c'est le problème de la recherche et du médicament, et on institue un déontologue. Et un déontologue était là tout simplement de manière à éviter, voir tout le travail qui se fait sur les liens, les conflits d'intérêts éventuels des experts. Eh bien, ce collègue a été obligé au bout de 3 ans de démissionner, de partir, parce que personne ne faisait les liens d'intérêt, personne ne remplissait les éléments. C'est-à-dire tout ceci était en définitive négligé. 92, vous voyez, c'est bien avant tout ce qui a été présenté. Et il a terminé comme... Si vous permettez, c'est moi qui parle. Et donc, il a en définitive terminé comme chef de service de la corruption. Première réflexion très importante. Le professeur Demar, président d'université il y a maintenant 15 ans, par Didier Houssin, le président du conseil scientifique, me charge, moi m'occupant d'éthique, de me préoccuper de l'intégrité scientifique au niveau de l'université, avec une lettre de mission. Je fais venir, non pas des États-Unis, de Montréal, une université qui en 1994, dans son conseil d'administration, avait prévu en grande partie tous les éléments, tout ce que nous sommes actuellement en train de faire, et qui présidait, bien entendu, comme personne invitée, cette commission. Le rapport qui a été donné a été mis dans, gentiment, un petit tiroir. C'était dans les périodes 98-99. Il n'empêche qu'aux étudiants en médecine, en première année où on fait les sciences humaines et sociales, nous continuons encore à parler d'intégrité scientifique. Mais l'inertie est totalement évidente. Et d'ailleurs, je ne peux que remercier un certain nombre de chercheurs que j'ai rencontrés, donc Claude Forest, donc Xavier Coumoul, qui ont été, il y a 1 an ou 2, totalement sensibilisés, comprenant en effet que quelque chose est à faire. Alors la prise de conscience est une prise de conscience particulière puisque, cela a été dit, chaque université se doit de se doter de référents. Et nous avons au niveau Paris 5 Catherine Labbé-Julie, qui est notre référente, on le sait très bien, avec des structures et qui permettent en définitive, et même cette journée aujourd'hui est organisée avec ces structures qui sont d'intégrité scientifique. Donc tout ceci pour montrer l'inertie et la difficulté, et on sait en sciences humaines et sociales que de faire évoluer les mentalités, et bien souvent il faut attendre que la personne, le vieux professeur meure, et qu'un nouveau lui succède, de manière à ce que les choses changent. Qui montre bien comment les changements de mentalité, les évolutions de celles-ci sont très très difficiles. Alors, deuxième élément très important, c'est qu'en médecine et en sciences, autant la réflexion éthique que l'intégrité ont été parents pauvres jusqu'à maintenant. C'est le moins que je pense qu'on peut dire. Et en grande partie, non pas à cause des facultés de sciences ou des facultés de médecine, puisque celles-ci ont déjà des programmes énormes à satisfaire, on le comprend très bien, et les doyens, s'ils sont là, pourraient tout à fait témoigner. Par contre, c'est une véritable césure que Heidegger en particulier, puis Anjonas qui a suivi, ont totalement regretté cette césure entre les sciences de l'esprit et les sciences de la terre. Et c'est vrai que nous en sommes depuis maintenant une dizaine d'années à plaider, et en particulier à Paris Descartes,
pour une multidisciplinarité, voire une interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'en fonction de méthodologies différentes par rapport à un objet commun, d'avoir un certain nombre d'éléments qui permettent d'avoir une vision plus large de ce qui se passe. Et j'en arrive à mon troisième point, si vous voulez bien. L'éthique, bien souvent, est prise comme étant la philosophie. C'est évident, je ne suis pas philosophe, je ne suis qu'un pauvre médecin. Même si je parle de temps en temps avec Heidegger, c'est parce que je fréquente des gens non fréquentables, qui sont peut-être les philosophes, les anthropologues, les sociologues, les juristes, ils sont là, sciences humaines. Mais il n'empêche que, comment dire, ce travail de multidisciplinarité, avec les sciences humaines et sociales, le problème est l'introduction des sciences humaines et sociales dans les parcours des scientifiques, de manière, grâce aux méthodologies, qui concernent, ça peut être des entretiens semi-directifs, ça peut être des immersions dans des services, etc. Tous ces éléments, au-delà de ce qui est dit, y compris par les experts, par les personnes, y compris ce que les limites imposent, et heureusement qu'elles sont là, les limites, c'est fondamental, eh bien, il est important qu'à ce moment-là, il y ait une évaluation, et ceci s'appelle l'éthique de la responsabilité. Et elle n'intéresse pas obligatoirement le philosophe, elle intéresse tous les professionnels qui doivent se poser trois grands problèmes. Et c'est peut-être là, on ne va peut-être pas se battre, c'est pour ça que je dis qu'on n'est peut-être pas tous d'accord. La réflexion éthique est absolument importante parce qu'elle est presque l'environnement, elle est presque l'épigénétique de, justement, l'intégrité scientifique, telle que ça a été dit. Quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a un problème d'harcèlement, il y a un problème de cloisonnement, il y a un problème de ceci. Donc, la réflexion que je vous propose, c'est les trois points. Premièrement, la légitimité. Est-ce que... Bonjour, tu peux venir. C'est le futur intervenant. Premièrement, est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai fait tout le corpus nécessaire? Est-ce que j'ai vu tous les articles qu'il fallait? Est-ce que j'ai la compétence en rapport pour faire tel et tel acte? Première chose fondamentale. Deuxièmement, est-ce que ce que je vais faire, si je devais le faire, et tout ça doit se penser avant de faire l'acte et non pas après, est-ce qu'éventuellement, le fait de faire cet acte va entraîner un bénéfice ou un maléfice par rapport à la personne? C'est le rapport bénéfice-risque, tout simplement. Et qui est utilisé dans les comités d'éthique de la recherche, les CPPRB et tout ce que l'on... les CPP maintenant. Et troisièmement, par rapport aux proches, est-ce que je vais faire peut avoir par rapport aux proches, voire à la société? Parce qu'il y a un certain nombre d'actes que je pourrais faire qui sont interdits ou qui ne sont pas acceptés à telle ou telle période pour des éléments moraux, pour des éléments culturels, pour des éléments multiples. Donc voilà un tout petit peu, si vous voulez bien, si on prend ceci, une éthique d'anticipation sur les pratiques, il est évident que l'intégrité scientifique se mêle totalement, en définitive, d'après moi, mais on peut ne pas être d'accord, vis-à-vis, comment dire, peut-on être loyal par rapport à son institution? Peut-on être propre par rapport à une mission qui est celle de chercheur, d'être financé sur des missions, etc., sont des valeurs utiles, tout ça, légitimité, loyauté, probité, pouvons-nous l'être en faisant en même temps une conduite scientifique? Alors autant, parce qu'il faut bien arriver à la fin de cet exposé, autant je veux bien qu'on sépare les deux, mais je ne pense pas qu'il ne faut pas qu'on insiste trop dessus. Et je vais prendre un exemple parmi d'autres. On sait qu'au CNRS, il y a un comité qui s'appelle le COMETS, qui est le comité d'éthique de la recherche du CNRS. À sa tête, il y a Jean-Gabriel Ganassia. Jean-Gabriel Ganassia, comme un certain nombre de collègues, lors d'une réunion que nous avons faite avec les Canadiens, est intervenu au niveau, bien sûr, puisque c'est le référent de l'intégrité scientifique de son université, Pierre et Marie Curie, et nous avons fait ce travail chez Dalloz avec des juristes, des sociologues, des philosophes, etc. Eh bien, celui-ci vient, je suis malheureusement appelé, il vient de mes... Voilà, mais il vient tout simplement de me dire qu'ils viennent de faire un avis au sein du COMETS sur le harcèlement dans les différentes équipes de recherche. Ce qui veut dire que, et vous avez raison, ces éléments ne sont pas exactement liés à l'intégrité scientifique, qui, elle, est tout à fait l'objet de notre travail aujourd'hui, mais il serait un peu
à mon avis, manichéen de ne pas placer ça dans une réflexion plus grave, plus large. Et là, je prends dans ces articles celui de Pierre Lecause qui nous montre comment tout homme est faillible d'après les Grecs, tout homme a un mal radical d'après Kant, deuxième partie, ou dans une vision même judéo-chrétienne, ça existe qu'on veuille ou pas. Et donc, nous avons, bien sûr, intégré les sciences humaines et sociales. Dans nos jugements, il n'y a pas simplement que le droit. Bien sûr, il y a un moment pour le droit, la sanction, on se comprend fortement. Enfin, j'en aurais terminé. Si nous avons construit cette journée, c'est justement par rapport au bottom-up, qui est peut-être un peu difficile, et les académies qui ont beaucoup de difficultés, paraît-il, à suivre. Alors, nous avons donc là une vision très humble. C'est assez rare, c'est assez rarement partagé l'humilité, mais pour une fois, elle n'est pas feinte. C'est-à-dire que nous, notre problème est beaucoup plus au sein de l'institution, en fonction de ces structures nationales, en fonction, comme ça a été bien montré, des structures même des universités avec les référents, eh bien nous devons, dans les laboratoires, de pratiquer un éveil, une prise de conscience, parce que ces éléments-là, en fonction de ce que je disais au début, l'inertie, elle est patente. Et aujourd'hui, je suis très heureux qu'il y ait autant de personnes, mais nous avons fait une précédente réunion il y a 2 ans, je crois, Claude, eh bien, il n'y avait que le tiers des présents ici, tout le temps avec les chercheurs, les étudiants en doctorat et les étudiants en master. Donc tous ces éléments-là sont des éléments, à mon avis, qu'il faut intégrer. Et nous sommes aujourd'hui dans et c'est le titre de notre réunion, une sensibilisation. C'est pour ça que théoriquement, il n'y avait pas de questions. Au départ, elles n'étaient pas prévues. Pourquoi ? Parce que, non pas on accepte les choses comme ça, mais au moins on réfléchit d'abord. Sur quoi on va être d'accord ou sur quoi on ne va pas être d'accord ? Sinon, si nous exprimons tous, mais nous avons tous notre avis, et c'est évident que nous sommes dans un débat. Nous ne sommes plus dans une sensibilisation. Par contre, ce soir, à 17h, nous avons la chance de faire un café éthique, il y a du café qui va être à flot. Eh bien, nous pourrons, dans ce cas-là, faire le débat, si vous le voulez bien.